Et on a eu l'occasion de travailler pour des consultations internationales, dont la consultation du Grand Genève et du Luxembourg, donc une consultation à la grande échelle. Et on va commencer par vous parler un tout petit peu de ça. Ce sont des études qui ne sont pas très pratiques, je dirais, dans notre quotidien, mais c'est important pour notre agence vraiment de parfois prendre un tout petit peu de la distance par rapport à notre quotidien d'architecte urbaniste, de réfléchir pourquoi on fait les choses. Et ces deux consultations nous ont permis vraiment de donner des bases un peu théoriques sur notre pratique du quotidien. Ensuite, en deuxième étape ou part de la présentation, on va vous présenter deux études de cas un peu plus pratiques qui, effectivement, mettent un tout petit peu en avant cette question de l'architecture, ce qu'on appelle donc de la conscience. Et en troisième part, on va réouvrir le discours sur ce qu'on appelle la matière ultime, une question des déchets de notre territoire, sur une exposition qu'on est en train de faire actuellement, enfin, en Suisse et qu'on voudrait aussi amener en France. Je vous montre tout de suite une image qu'on met d'habitude à la fin de nos conférences. C'est celle qui est donc l'affiche de notre conférence, qui illustre finalement l'histoire citée dans un des livres de Banham. Vous voyez cette image de Lorenzo Cesariano de 1570. Je m'applique pour parler avec les chiffres à la française. Et en fait, je vous raconte vraiment cette histoire de Banham qui raconte d'une population primitive qui marche dans une forêt sombre et qui se retrouve un soir dans une clairière. Et fatalité, dans cette clairière, il se retrouve un tas de bois. Et cette population primitive a un choix, un dilemme, utiliser ce bois pour en constituer une cabane, une architecture, une protection vis-à-vis des aspérités naturelles, ou alors d'en faire un feu pour se chauffer, pour se retrouver autour. Et cette question est cette fable est assez intéressante parce qu'on voit dans une situation très simple et très primitive qu'il y a un matériau qui est donc le bois, qui est en même temps source d'énergie, mais aussi source de matière de construction, de transformation du territoire. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le feu est à l'origine de notre culture, de culture orale au départ, puis ensuite écrite, et qui est vraiment au départ de nos pratiques de mode de vie, mais aussi de notre architecture. La question est assez claire pour cette fable qui parle vraiment du bois. Et puis finalement, on peut se poser la question, qu'en est-il aujourd'hui avec les sources d'énergie qui nous entourent le plus, notamment celles qui sont liées aux énergies fossiles. Et finalement, on se rend compte que aussi notre mode de vie et notre territoire sont complètement imbriqués dans cette source d'énergie. Et vraiment, cette image et cette fable est vraiment à l'origine finalement de notre émerveillement et de notre questionnement par rapport aux questions de l'énergie, de mode de vie et de l'architecture. Donc, on va un tout petit peu rentrer dans les questions qu'on a pu développer dans la consultation du Grand Genève, dans notre team qui était effectivement celui qui s'appelait Energy Landscape. Et puis, c'est notre team a pu s'occuper sur les questions effectivement de transformation du territoire dans un changement de paradigme énergétique. Pour commencer, je vous montre une carte de Genève qui montre finalement le palimpseste ou la superposition de différentes étapes de développement de la ville. Vous voyez peut-être ma souris, hein, mais vous voyez ici en noir la ville qui était la ville encore moyenâgeuse jusqu'au XVIIIe siècle, hein, donc la ville qui pendant des centaines d'années est restée toute somme faite assez contrainte dans un territoire assez limité. En rouge, vous voyez la ville qui elle est dépendante plutôt des énergies du charbon, donc liées vraiment au développement du train, ce qu'on pourrait aussi appeler la ville haussmannienne, peut-être dans un langage plus français. Et vous voyez en jaune la ville un peu plus tardive de 1990 ou 90, qui est la ville qui est complètement liée à l'utilisation des énergies fossiles de type pétrole et donc du moyen de transport de la voiture. Et vous voyez que l'éclatement de la ville, en tout cas pour Genève, mais c'est le même cas dans toutes les villes européennes, a complètement changé, en tout cas, selon l'énergie utilisée. Vous voyez que la taille de Genève de l'époque était très reliée à son territoire énergétique, qui était très proche, donc le bois, puis les agricultures. Et cette explosion est aussi due du fait d'une globalisation de l'emploi des énergies fossiles donc à l'échelle mondiale. Vous voyez que ce diagramme hein, qui montre donc la consommation finale des énergies pour la Suisse, mais de nouveau c'est quelque chose de très semblable aussi pour la France. Vous voyez que jusqu'à la deuxième guerre mondiale, il y a eu une grande utilisation d'énergie de charbon et de bois. Donc c'est ce qui correspondait finalement à la ville qu'on voyait avant, plutôt du Moyen Âge et du XVIIIe siècle. Une première explosion due à l'utilisation du charbon et de la voiture jusqu'aux années 70, et puis une constante augmentation qui se dénivelle
de nos jours, avec une petite modification ici, enfin une descente de consommation due au fait au Covid. Et on voit que le split énergétique, aujourd'hui et depuis les années 60 profondément, il est vraiment... enfin, il y a énormément de combustibles pétroliers, de carburant et de gaz. Donc, des ressources naturelles qui, elles, sont complètement limitées physiquement. Un autre diagramme qui montre peut-être de façon un peu plus explicite au niveau du territoire aussi. Donc, les énergies, le flux des énergies donc, de départ et final. Ce qui est peut-être juste intéressant de voir dans ce diagramme, sans rentrer trop dans le détail, c'est que les énergies utilisées finales sont environ à 30% pour le logement, à 20%, 19,3% pour la production, et à 31 ou 32% pour le transport. Vous voyez que cette part, la part de transport est un consommateur énorme au niveau des énergies. Vous voyez que c'est aussi le consommateur principal des énergies fossiles. Donc nous, en tant qu'architectes, on voit que dans ce changement de paradigme des énergies, il n'y a pas seulement une question d'architecture, de consommation énergétique architecturale, mais aussi vraiment dans un complexe urbain, dans une question aussi liée au transport. Voilà, et en fait, on a fait un tout petit jeu de calcul. Et donc, comme vous voyez avant, la ville que nous vivons aujourd'hui, que ce soit Genève ou Grenoble, est dépendante non seulement pour la construction de la ville des énergies fossiles, mais aussi pour la vivre. Il y a besoin de beaucoup d'énergie pour se bouger, se mouvoir dans l'agglomération. Et notamment pour Genève, il faudrait 20 millions 400 000 esclaves énergétiques pour pouvoir maintenir disons le bon train du Grand Genève. La question qui s'est posée pour nous au Grand Genève, est-ce qu'il est possible dans la géographie existante naturelle du Grand Genève de pouvoir remplacer les énergies fossiles utilisées actuellement par des énergies renouvelables? On est dans un contexte, je dirais, vraiment dans ce tableau de bord de l'Anthropocène, où vous voyez bien que depuis la révolution industrielle, il y a une augmentation radicale donc de la consommation des énergies, augmentation de la population, et ces courbes croissantes qui se retrouvent dans beaucoup de facteurs, dont notamment aussi la diminution de la biodiversité, et ben on se rend bien compte que, étant donné qu'on vit dans une terre limitée, cette courbe aura un jour, bien sûr, ne pourra pas continuer de croître de cette façon. On a donc essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'énergie ou la consommation énergétique au niveau du territoire, au niveau de l'espace, hein, puisqu'en tant qu'architecte, finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement aussi l'espace. Et on s'est rendu compte, par un jeu assez rapide, que pour maintenir donc le train de vie du Grand Genève actuellement, il faudrait tous les barrages de Suisse. Et on voit que du coup, cette géographie liée au glacier, liée à l'eau, qui est toute somme faite assez importante. Le même jeu, on l'a fait donc avec des panneaux solaires. Pour maintenir donc le train de vie du Grand Genève actuellement, il faudrait 60% de la surface du lac Léman recouvert en panneaux solaires. Il faudrait également 1,1 fois toutes les surfaces de la forêt de la Suisse, si on parlait donc de cette géographie du vivant, en tout cas de combustible bois. Et puis, bien sûr, le contexte ou le territoire autour du Grand Genève ne serait pas du tout suffisant pour pouvoir alimenter le Grand Genève dans les besoins existants. Il faudrait par exemple 13 fois les forêts du Grand Genève. Également, il faudrait, vous connaissez donc un des plus grands barrages de France et un des plus proches de Genève. Il faudrait agrandir de façon très hypothétique, bien sûr, le barrage de Génissia de cette manière pour pouvoir notamment voilà, servir le Grand Genève en énergie hydraulique. L'énergie hydraulique, oui, certes, c'est une énergie qui est propre et elle a quand même certaines limites. On sait qu'aujourd'hui, en Suisse, il y a très peu de possibilités d'augmenter fondamentalement, profondément, la production d'énergie au niveau de l'hydraulique. Et puis, aussi au niveau donc, de la biomasse, il y a la possibilité, bien sûr, de potentialiser cette énergie, mais de toute somme assez réduite. Et puis, une chose qui nous paraît intéressante, c'est le lien finalement entre l'architecture et puis les forces naturelles. Il y a un lien donc entre la consommation des énergies, mais aussi les résidus que peuvent provoquer, par exemple, des entreprises ou des bureaux. Et il y a un lien très fort entre les énergies naturelles et les architectures. Et c'est ce domaine qu'on a donc approfondi notre étude. En tout cas, ce qu'on a pu
comprendre dans cette étude, c'est qu'il est vraiment illusoire de trouver dans les territoires voisins des énergies suffisantes pour maintenir le niveau de vie contemporain. Donc la question de la diminution de la consommation d'énergie est fondamentale, qui est fortement liée aussi vraiment avec nos modes de vie. Cette formule est un peu barbare, je vais vous l'expliquer de façon assez simple. On a donc fait un tout petit peu un recul dans cette étude, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'architectes vraiment pour participer à ce discours du changement du paradigme au niveau des énergies fossiles par rapport à des énergies naturelles. Et on voit que dans ce diagramme, la production de gaz à effet de serre est liée directement avec la population. Dans ce cas, c'est la France, mais bien sûr aussi avec pour la France. La population est aussi liée à la surface de référence énergétique. Tout simplement, plus les espaces sont grands et plus on consomme. Et aussi reliée à la consommation des énergies par surface et au type d'énergie consommée. Donc nous, en tant qu'architectes, on ne peut pas vraiment prendre en considération la population, mais on peut en tout cas réfléchir d'une part sur le type de production d'énergie, donc des énergies propres et renouvelables, mais aussi sur les mètres carrés et la quantité ou la dimension, en tout cas, que ce soit de l'architecture, mais aussi de nos agglomérations. Et puis, donc, une chose qui est fondamentale à comprendre, c'est qu'il n'y a pas seulement donc, des ressources naturelles à prendre en considération pour ce changement de paradigme, mais c'est un mélange de structures anthropiques, de communs de l'énergie et qui pourront favoriser donc, un nouveau paysage de l'énergie future. Dans une de nos propositions, c'était de relier finalement les structures, les voies de distribution d'énergie naturelle avec de l'architecture. Il y a des exemples assez anciens, mais qui marchent par exemple très bien. Avec un exemple ici, c'est des portiques de Saint-Luc. Et on voit que ces éléments très simples et très naturels ont un potentiel d'influencer le microclimat local, mais aussi de jouer en faveur du transport. De façon aussi un peu plus radicale, on proposait aussi d'utiliser les réseaux des énergies donc électriques, qui est un réseau international extrêmement complexe, mais que de nos jours n'est pas du tout pris en considération dans la réflexion de l'architecture. Puis c'est vrai qu'il est important maintenant de prendre en considération les éléments qui sont mis de côté, qui sont un peu cachés finalement, et de les rendre peut-être faire part d'un discours architectural. Notamment, ce qu'on proposait, c'est d'utiliser le réseau des énergies électriques européen global pour un nouveau type de transport propre, plus rapide, de type Eurotube. Donc, la question aussi qu'on peut se poser, est-ce que nous, on est prêt aussi à baisser finalement le confort que nous a donné la modernité? Et puis, on s'est posé un tout petit peu la question dans quel état, dans quel moment du changement de paradigme on est. Est-ce qu'on est en avant? Est-ce qu'on est en arrière? Et puis ensuite, cette image de boulet qui, pour nous, est un tout petit peu le début de la modernité. On voit qu'il y a une source énergique qui vient de nulle part. On voit qu'il y a une forme pure très forte. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de lien avec le terrain. Et finalement, pour nous, c'est ça le début de la modernité. C'est pas vraiment, c'est peut-être avant encore les questions de Le Corbusier. Est-ce qu'on ne serait pas aussi dans un début de changement de paradigme? Et on a fait vraiment une réflexion, on a essayé de comprendre quels sont les principes émergents de l'architecture qui va dans un sens, disons, propice à un changement soit de mode de vie, soit de consommation d'énergie. Et on est arrivé à développer un certain nombre de principes qu'on va vous montrer tout de suite, qui sont réduits dans cette coupe. Et je pense que c'est exactement cette coupe que vous avez pu voir partie entre vous dans les semestres passés. Donc, je vais vous montrer d'abord rapidement les principes qui participent à cette coupe. Ce qui est important peut-être de voir, c'est qu'il est très important de réfléchir de façon un tout petit peu différente, selon nous, de façon peut-être un peu moins radicale, de façon vraiment plus imbriquée avec des fonctions modernes. Où est-ce que ce changement de paradigme peut s'effectuer? C'est, selon nous, dans les territoires du pétrole, c'est-à-dire dans les infrastructures du pétrole, les routes, les autoroutes, les routes nationales, qui, elles, par un changement d'utilisation d'énergie, auront le plus de potentiel d'être transformées, y compris les zones monofonctionnelles industrielles, de productives et d'habitation. Alors, de façon un peu ludique, on s'est vraiment attelé sur cette question de transformation des zones industrielles en développant effectivement ces principes.
Un des principes premiers, c'est la question de la production. Pour nous, il n'est pas seulement une question de proximité géographique au niveau de la production, mais c'est aussi une question d'associer, de retrouver finalement le sens du produit pour lui donner vraiment une valeur réelle. C'est-à-dire, il est plus important de comprendre ce qu'on consomme et il sera beaucoup plus évident de le comprendre s'il est produit devant nos yeux. Il y a une très belle citation de Guy Debord dans la Société du spectacle qui dit que l'homme séparé de son produit, de plus en plus puissamment produit lui-même tous les détails de son monde et ainsi se trouve de plus en plus séparé de son monde. D'autant plus sa vie est maintenant son produit, d'autant plus il est séparé de sa vie. Autre principe qui nous paraît important, c'est de réfléchir à une architecture qui ne soit pas radicale, mais qui parle un langage moderne. La radicalité moderne a séparé les fonctions, a créé de la distance, a demandé donc une plus grande consommation des énergies pour rassembler les choses. Il faut peut-être penser effectivement à une architecture plus inclusive, moins radicale, mais qui peut s'intégrer dans des sites modernes, typiquement comme des sites industriels. Voilà ici un exemple d'un européen de Office public de Zurich. Je vais y passer assez vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire encore. L'intégration de la production alimentaire nous paraît également fondamentale, toujours dans cette notion de relier les questions de la nature et de l'architecture. Les structures anthropiques et la production alimentaire devraient se faire davantage dans une utilisation de toitures avec une production extensive et intensive et une production aussi d'énergie solaire. Voilà quelques exemples de Kuhn Malvezzi ici en Allemagne. Et ça aussi, c'est donc une production agricole sur toiture. La production des énergies doivent être intégrées dans l'architecture, non seulement pour produire l'énergie nécessaire pour l'architecture que l'on projette, mais aussi pour compenser toutes ces architectures qui consomment, qui ne peuvent par leur nature pas produire de l'énergie. Il faut donc penser, selon nous, il faut prendre une certaine responsabilité par rapport aux nouveaux bâtis qu'on fait pour compenser et pallier le manque des architectures modernes existantes qui sont donc en déficit de production énergétique. Dans les années 70, il y a eu effectivement beaucoup de mouvements, notamment à Los Angeles, sur ces questions de production énergétique au sein de l'architecture. Et ceci était vraiment étroitement lié à la première crise énergétique du pétrole. Dialoguer avec le contexte est bien sûr important. Comme dans ces architectures de Fujimori, ce n'est pas seulement une question énergétique, c'est aussi une question vraiment identitaire et qualitative, et qu'on voit aussi dans ce magnifique exemple. Très important aussi, c'est de considérer les terres d'excavation sur le site, projet qui démontre de façon assez élégante, je dirais, ce projet. Stocker le CO2 est en lien vraiment avec les matériaux qui sont utilisés. Il est fondamental de construire le moins possible avec des nouveaux matériaux, avec notamment du béton. Construire en béton, ça veut aussi dire stocker du CO2 et c'est vraiment part finalement de notre responsabilité des architectes. Voilà, avec des exemples de nouveau au Japon, typiquement en bois, il y en a beaucoup. Une architecture qui respire, qui de nouveau en dialogue avec son contexte. Une architecture de membrane est aussi un élément qui est pour nous très important. On discute beaucoup sur la question de la surface minimum ou maximum des espaces. Il est pour nous peut-être plus intéressant de dire que l'architecture peut évoluer avec les saisons et peut finalement se développer à l'intérieur de membranes et offrir des espaces qui sont en miroir avec les saisons, comme les architectures notamment de l'Akatan-Vassal ou d'autres architectures ici à Zurich. Je vais passer assez vite. Les modes de vie devraient peut-être aussi considérer, ou en tout cas rendre possible une diminution des espaces privés avec une plus grande part de vie collective. Et puis, une mutualisation des espaces, qui est très important aussi, c'est d'imaginer une architecture quand même qui ne soit pas privative, mais qui offre quelque chose en plus, tout en réduisant finalement la surface de référence énergétique. Comme par exemple la mutualisation des espaces, qui pourraient être des espaces de fête, des espaces de partage, qui sont utilisés vraiment non pas seulement par le voisinage, mais par des nouvelles entités habitatives. Un très bel exemple ici de duplex à Zurich, on voit une nouvelle façon de vivre en cluster, où effectivement on peut imaginer d'avoir une forme de logement qui partage des espaces de type salon, cuisine, par des entités plus petites et plus réduites, individuelles, qui sont des micro-studios.
Donc vraiment type logement cluster. Voilà, on a aussi développé donc, dans cette architecture de conscience un tout petit peu un modèle d'architecture qui correspond à ces principes, avec une membrane qui permet effectivement d'étaler ou d'agrandir les espaces dans les saisons propices, de réduire au maximum les espaces individuels, travailler dans des volumes qui s'imbriquent et qui peuvent, par exemple, phagocyter, je dirais, les espaces industrialisés. Et au cœur de ces volumes, proposer effectivement des espaces communautaires de type cinéma ou de type de jeu. Euh, voilà, je vais peut-être passer la parole à Lucille. Oui, alors suite à cette consultation donc, du Grand Genève, dans la directe suite de cette consultation est arrivée la première crise Covid et on nous a demandé de travailler sur un avenant qui parlerait de comment est-ce que notre travail sur le Grand Genève s'inscrit dans cette situation de crise Covid. Donc, on a volontairement proposé un projet complètement, cette fois radical et quelque peu utopique, pour lancer le débat sur l'utilité de très grandes infrastructures telles que l'aéroport de Genève dans un territoire extrêmement contraint. Donc, l'idée, c'était de dire bon, bah voilà, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'espace, qu'on a une population qui augmente, pourquoi pas utiliser vraiment le territoire le plus emblématique de ce paysage du pétrole, l'aéroport, pour construire un nouveau quartier sur des principes de conception basés uniquement sur la présence des énergies et l'exploitation d'énergies renouvelables. Tu peux passer. Oh, pardon. Voilà. Donc, ce projet, c'est un projet théorique, hein, c'est pas un projet qui a vocation à être réalisé, hein, vous comprenez bien. S'appuie donc sur les différents principes que Oscar a évoqués, donc d'exploitation au maximum des espaces plantés, des boisements proches de l'aéroport, mais aussi des grandes infrastructures d'énergie renouvelable telles que le Génilac, qui est une infrastructure d'exploitation de la chaleur des eaux du lac pour un réseau de distribution urbain. Euh, et puis également toute la structure, d'essayer de redonner un peu de la structure euh, originelle de la ville de Genève qui s'est formée autour de grands couloirs climatiques, les couloirs de Braillard, qui sont aujourd'hui un petit peu invisibles dans l'étalement urbain. Donc, on essaie de recréer un quartier en fonction de cette trame historique et des différents dispositifs dont on parlait, dont les voies de Saint-Luc qu'Oscar a évoqué précédemment. Tu peux passer à la suivante. Bon, voilà, vous voyez l'illustration donc de ce projet qu'on a proposé. Tu peux passer à la suivante. Donc là, maintenant, je vais vous parler de la deuxième consultation sur les territoires bas carbone que l'agence a mené après le Grand Genève. Donc, je vais aller très, très vite pour qu'on puisse avoir le temps de regarder ensemble aussi des cas pratiques de l'agence, que je pense que c'est intéressant de voir comment est-ce que des grands principes après se retrouvent appliqués dans le travail quotidien d'une agence d'architecture. Donc là, je vais aller très, très vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour cette consultation, puisque j'ai noté que vous en parliez au tout début dans votre introduction, on a intégré à la question énergétique la question de la vie et de la biodiversité dans l'équation. Donc là, pour cette deuxième consultation donc sur le territoire fonctionnel du Luxembourg, il s'agissait d'un territoire plus grand, plus complexe puisque transfrontalier, mais avec 4 pays, donc la Belgique, une partie de l'Allemagne, la France et le Grand-Duché du Luxembourg, avec un des territoires le territoire le plus polluant et pollueur en termes d'émissions carbone par tête d'Europe et un des plus pollueurs du monde. Et donc, le Luxembourg, c'est 4,7 fois la moyenne d'émissions carbone par habitant de la moyenne européenne. Donc, c'est énorme. Et la commande, c'était d'arriver à 0 net carbone par habitant en 2050, la commande du ministère de l'Aménagement qui a mandaté cette donc, consultation internationale. Tu peux passer?
Donc au Luxembourg, ce qui est intéressant, bon là on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est le plus gros levier, là ce que vous voyez sur la partie la plus à droite de la slide, c'est que le transport donc, est vraiment le mode le plus émetteur de carbone sur le territoire transfrontalier, et c'est le transport notamment des non-résidents à l'intérieur du duché du Luxembourg. Donc ça posait la question vraiment des modes de vie et de comment un territoire aussi riche et aussi producteur d'émissions a besoin de s'alimenter socialement pour pouvoir fonctionner. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé. Tu peux passer. Oh, pardon. Oui. Donc, comme je vous disais, dans cette deuxième consultation, on a vraiment voulu intégrer comme thème central la question de la vie. Donc, de la vie, puisqu'on a beaucoup parlé dans le Grand Genève de quantité d'énergie, de relation au territoire, aussi de qualité de l'énergie. On avait commencé à aborder le thème par justement ce travail sur les géographies des énergies renouvelables. Et puis là, dans cette consultation pour le Luxembourg, on a voulu vraiment parler de métabolisme. Tu peux passer la slide suivante. Donc bon, ça, on retrouve la même trilogie sur laquelle on travaille pour essayer de trouver des leviers d'action pour définir des scénarios de décroissance de cette empreinte carbone par habitant. Tu peux passer à la suivante. Et voilà, donc ça, c'est ce qui va peut-être plus vous intéresser par rapport à ce que j'ai entendu au tout début, donc des thèmes qui ont été soulevés par les étudiants quand vous avez posé la question de qu'est-ce que c'était pour vous votre architecture de conscience, c'est cette relation à la biodiversité, au monde du vivant. Donc on sait qu'on a cette lunette qu'on a beaucoup utilisée pour regarder le territoire du Grand Genève qui est proche de celle définie par Banham, qui regarde les réalités d'un territoire plutôt anthropique, c'est les réalités humaines d'un territoire qui est basé sur la lecture donc des grandes infrastructures anthropiques, des forces naturelles et des modes de vie, le lien entre ces trois éléments. Et on a voulu y mettre au même niveau une façon de regarder les choses, pardon pour le terme un peu barbare, mais plus qui vient de la mésologie, donc une science qui s'intéresse à l'étude des milieux et des lieux, et pour dire que toutes les réalités non anthropiques, donc celle par exemple ici de l'abeille ou autres êtres vivants aussi petits qu'ils soient, a toute sa place dans le travail qu'on fait, nous, en tant qu'urbanistes, sur ces scénarios de décroissance de l'empreinte carbone de l'homme dans son environnement. On peut passer. Et donc, pour ce faire, pour vraiment centrer la question de la transition sur le monde du vivant, on a appliqué donc d'une part les principes de One Health, de dire que chaque vie a la même valeur, qu'il n'y a pas la valeur humaine au-dessus de la valeur d'autres espèces, et d'autre part, donc cette pyramide des besoins selon Maslow qui dit que les besoins, vraiment les besoins énergétiques presque des êtres vivants ne sont pas seulement des besoins physiologiques qui sont tout en bas de l'échelle des besoins selon Maslow, mais qu'il y a aussi d'autres types de besoins comme le besoin de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance et d'accomplissement. Donc, cette pyramide de Maslow, elle a été faite dans les années 70. Donc, nous, on ne le voit pas comme quelque chose de pyramidal, mais plutôt de prendre en considération ces autres niveaux de besoins quand on parle des besoins énergétiques de ce monde global du vivant. Tu peux passer à la suivante. Et alors là, bon, on rentre dans un truc un peu plus complexe, mais on a relié donc les différents niveaux de besoins que je viens de vous expliquer avec différents référentiels énergétiques. Par exemple, l'espace physique, donc l'espace des besoins physiologiques du corps, c'est quelque chose qui se quantifie en joules. Et on a fait le lien à l'espace, pour dire que l'espace physique, donc c'est l'espace du corps, jusqu'à... je vous donne un autre exemple, par exemple le besoin de safety, de sécurité, il est relatif dans notre conception d'urbaniste, à l'habitat, que ce soit l'habitat des humains, une maison,
ou l'habitat d'un autre être vivant. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut se quantifier en termes énergétiques, en kilowattheure mètre carré an, par exemple. Et donc, on a fait ce travail pour tous ces niveaux de besoins pour essayer de définir vraiment des scénarios de transition maîtrisés qui intègrent à la fois les réalités anthropiques du territoire fonctionnel du Luxembourg, mais aussi toute la valeur, la masse biodiversité qu'il contient. Tu peux passer à la suivante. Donc ça, c'était une chose qu'on a fait. Et puis ensuite, on a essayé d'appliquer ce prisme. On l'appelle un prisme parce que c'est une manière de regarder le territoire pour définir des réalités qui seraient un peu des réalités témoins de comment ce territoire fonctionne. Donc, ces réalités témoins nous permettaient de parler à la fois donc, de ce lien matière, énergie, espace, santé et relation au territoire. On va en voir un en particulier maintenant. Passe prochaine. Non, la prochaine. Encore. Donc voilà, par exemple, donc le Luxembourg, je vous donne un exemple ici. Le Luxembourg, c'est donc la principale économie du Luxembourg, c'est le secteur bancaire et les services à très haute valeur ajoutée, comme par exemple les services de serveurs. Et donc, c'est un secteur qui est très, très consommateur d'énergie, très, très concentré sur une région en particulier, autour de la capitale du Luxembourg, mais qui fait appel à beaucoup de pratiques, de voyages, de relations à d'autres infrastructures énergétiques qui sont disposées un peu partout dans le monde, très distant, extrêmement consommateur d'énergie. Donc, c'est une des images qu'on a voulu donner du territoire, de comment cette réalité a un impact sur nos scénarios de transition. Tu peux passer à la suivante. Voilà, donc maintenant, je repasse la parole à Oscar pour vous montrer quelques cas pratiques de l'agence. Après, on peut revenir sur certains points si vous voulez dans la discussion. Voilà, on essaie quand même d'amener aussi ces questions un peu à la très grande échelle, à la question des modes de vie, à des questions plus concrètes qui sont plus proches de notre métier d'architecte. Et puis, pour ce projet, c'était une étude pour la dernière parcelle du Jardin des Nations, un lieu de prestige sur Genève. On a pour nous garder en considération le fait que finalement, construire du neuf, ça veut dire produire des gaz à effet de serre. Et c'était vraiment, en fait, finalement, la demande du maître d'ouvrage était de construire, je crois, environ 100 000 mètres carrés de bureaux, en sachant que dans le périmètre dans le Grand Genève, il y a beaucoup de surfaces de bureaux déjà vides. Donc, on devait construire en sachant qu'il n'avait pas le besoin, et donc avec la conscience que la construction est une émission de gaz à effet de serre assez importante. Donc, peut-être que je vais directement aller sur le site. Voilà, ici, c'est le site. Vous voyez que le Jardin des Nations est un nombre de petits jardins avec différents caractères. Le Jardin des Nations véhicule l'image d'un jardin ouvert et infini. La réalité est tout autre. La réalité est qu'il y a des institutions internationales qui ferment et qui bloquent les jardins dans des espaces clos. Et finalement, notre proposition était de prendre cette réalité, une réalité de limites foncières et de aussi. En rouge, ce sont les clôtures. Oui, en rouge, donc, on a des clôtures. Et puis, donc, on est parti de ce principe, de cette réalité, en disant qu'il faut effectivement, dans un changement de paradigme, en fait, si vous voulez, le Jardin des Nations est très représentatif de l'architecture moderniste, c'est-à-dire de l'objet dans le verre. Il s'est avéré qu'avec le temps, ce parc et finalement ne représente aucune biodiversité et est extrêmement pauvre au niveau de la biodiversité. Et puis, pour nous, il fallait aussi changer un tout petit peu de paradigme par rapport à cette relation avec le végétal. On a pris en inspiration cette image qui représente ce jardin dans un milieu hostile.
Et puis, il est important pour nous de constituer, en tout cas dans ce projet, l'idée d'un jardin clos qui change le respect, en tout cas la considération vis-à-vis des espaces extérieurs végétalisés. Voilà comment on a pu traduire de façon un tout petit peu plus approfondie notre coupe de l'architecture de la conscience. Donc l'idée était de maintenir toutes les terres d'excavation, de constituer vraiment des noyaux pour des structures flexibles, des noyaux qui ont la possibilité aussi d'influencer climatiquement positivement les bâtiments, notamment par des cheminées d'aération naturelle qui sont capables soit de chauffer, soit de rafraîchir par des tours à vent les surfaces. Aussi, de nouveau, on voit bien ici la question de la membrane, donc d'augmenter, disons, la peau ou la limite entre l'intérieur et l'extérieur pour favoriser des espaces intermédiaires, pour augmenter donc l'ombre, éviter la surchauffe, mais aussi pour vraiment augmenter la qualité de l'utilisation des sols. Des toitures qui sont donc productives, notamment avec des serres, qui sont aussi de la production énergétique. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'il faut vraiment associer des atouts technologiques, mais de considérer l'architecture aussi de façon très simple et très vernaculaire, avec vraiment l'enseignement que nous a appris des milliers d'histoires d'années avant la modernité. Voilà ce que l'image de ce projet, avec l'idée de constituer aussi un terrain d'expérimentation pour le Pisé. Donc, nous constituons vraiment un espace circulaire et déambulatoire qui permet aussi de matérialiser, de créer vraiment cet espace qui prend un côté presque mystique finalement au niveau de son cœur. Voilà ce que ce jardin, ce parc agricole aurait pu paraître avec ces architectures effectivement de la conscience qu'on va pu connaître, et puis une image un peu plus vue un peu de loin. Donc le programme, on proposait non seulement des bureaux et des espaces flexibles, mais aussi une école de musique. Puis un dernier projet qu'on voudrait vous montrer, c'est un projet de logement social. Peut-être c'est un projet où on a vraiment essayé de réfléchir sur la production de gaz à effet de serre par les matériaux de construction. Et on s'est vraiment attelé à réemployer des matériaux existants. Alors, on a cherché dans un bâtiment qui allait être démoli, dans un parking vers Bâle, et puis on a pu, avec des ingénieurs, constituer le premier étage sous-sol en béton avec des rippen, je ne sais plus en français. Effectivement, ça permet d'économiser énormément de production de gaz à effet de serre qui est induit par la production de béton. La réutilisation de fenêtres qui ne sont peut-être plus aujourd'hui aux normes, en tout cas au niveau climatique et efficaces, mais qui peuvent, selon nous, proposer aussi des espaces nouveaux, des espaces tampons, des espaces de membrane. La distribution qui peut aussi devenir un espace d'échange qui peut se montrer un tout petit peu ici dans nos plans. Donc l'idée de nouveau, c'était de réduire au maximum les surfaces individuelles pour augmenter un maximum les surfaces aussi partagées, et c'est aussi des surfaces qui ne consomment pas de l'énergie. On a porté aussi une intention particulière sur les matériaux des façades qui, elles, de nouveau, sont aussi en terre, avec une structure intérieure qui, elle, est en bois et donc absorbante en CO2. Donc, vous voyez aussi ici des coursives qui sont au sud et qui emmagasinent le soleil à l'arrière des façades relativement fermées qui donc protègent par rapport au froid. Des surfaces traversantes, des espaces qui sont modulables, notamment cet espace ici qui peut devenir une chambre au besoin, mais qui peut aussi être un salon traversant. Très important donc de diminuer, on l'a vu avant dans le diagramme, diminuer les installations techniques et d'arriver vraiment à des architectures qui sont quand même autonomes et qui sont capables de marcher finalement avec les forces naturelles, notamment le soleil. Et puis, en dernière étape de notre présentation, on a encore 10 minutes. Donc une autre partie de l'activité de l'agence, hein, c'est d'organiser, on a commencé récemment et puis du coup ça nous plaît, alors on continue des expositions
pendant le travail sur le Grand Genève, on a fait cette carte plan ressources avec les différents lieux de production possibles pour le Grand Genève d'énergie décarbonée et également les lieux de traitement des déchets urbains. Et tu peux passer. Non, reviens. Et pendant ce travail sur le Grand Genève, Oscar a découvert ce qu'on a appelé après pour nos expositions la matière ultime. Donc, qu'on va vous présenter dans les slides suivantes. Donc, c'est la matière, en fait, qui a été tellement processée, reprocessée, et puis à la fin du processus, donc brûlée dans les usines d'incinération de nos déchets courants, hein, de nos biens de consommation, donc les sacs que vous avez dans votre cuisine, donc il en sort une sorte de matière sous forme de conglomérat qui peut plus du tout encaisser de nouvelles transformations et qui doit être soit mise en décharge, soit évacuée vers d'autres territoires. Donc on a voulu exposer là cette question de l'impact donc de l'homme sur son environnement proche, vraiment de manière très pragmatique, hein. Qu'est-ce que c'est vraiment nos déchets ultimes? Et donc là, vous voyez un diagramme donc, du cycle des déchets dans le cas de la ville de Zurich, hein, où on a quand même, donc c'est des territoires plutôt très vertueux, 75% des déchets des biens domestiques qui partent dans une boucle de recyclage et puis seulement 25% qui sont dans des sacs qu'on appelle les sacs communs de la ville qui partent vers justement les usines de tri, puis de revalorisation thermique où ils sont brûlés pour créer du chauffage urbain, puis ensuite envoyés vers d'autres usines encore plus technologiques pour être une dernière fois fractionnés, puis évacués vers donc d'autres territoires sous forme de nouvelles matières premières ou mises en décharge en Suisse. Donc on peut avancer. Donc ça, c'était l'exposition qu'on a fait à l'EPFL à Lausanne, où vous voyez donc des exemples des morceaux de cette matière ultime. Tu peux passer à la slide suivante, on les voit plus gros. Donc ça, c'est des objets qui ont vraiment tout type de forme, qui peuvent ressembler un peu à des coraux comme ça métalliques, ou alors à des roches un peu volcaniques. Donc on avait mis, si tu reviens sur la slide d'avant, mis en scène donc toute cette matière dans l'espace d'exposition et relié, je n'ai plus la main, est-ce que tu peux passer à la slide d'après, relié avec la question donc, de l'impact territorial de tout ce métabolisme du traitement des déchets en Suisse. Donc chaque point que vous voyez sur la carte, c'est un lieu d'enfouissement de déchets. Donc, ça fait beaucoup. Donc, ça veut dire que chaque point sur la carte est un lieu où le sol a été modifié par l'activité humaine. Tu peux avancer. Ça, on va passer. Et puis, on a aussi essayé de regarder un petit peu comment toute cette logistique du traitement des déchets slash la modification donc du sol sur lequel du sol de nos territoires fonctionnait en Suisse. Tu peux passer au suivant. Pour au final créer un atlas assez volumineux de photographies de tous les lieux d'enfouissement en Suisse. Et si tu passes aux slides suivantes, on voit mieux sur les paysages. Celle d'après. Donc voilà, ça par exemple, vous voyez ici un exemple de site qui a été un lieu d'enfouissement de déchets entre 1980 et 1996. Donc, on a fait un travail de photographie de différents endroits pour montrer. Tu peux avancer, on en a plusieurs. Voilà, là par exemple, un autre lieu qui aujourd'hui est un lac, donc un lieu d'enfouissement de déchets, cette fois chimiques, entre 1961 et 2000, dans le canton du Valais. Ici, près du lac de Zurich, donc c'est pareil, un lieu d'enfouissement qui a été réaménagé en polder et puis qui aujourd'hui est carrément une plage. Donc on a travaillé un peu sur tout ce paysage des
des lieux d'enfouissement qui, pour nous, traduisaient un petit peu cette manière ultime que l'homme a d'agir sur son territoire. Tu peux avancer. Donc, encore un exemple. Voilà. Encore un autre. Et puis là, ici, vous voyez des exemples de cette matière qu'on a exposée. Donc, une fois à Zurich, puis à Lausanne, et puis qu'on va essayer d'exposer de nouveau, soit à Genève, soit en France, à Paris. Et ce qui est peut-être juste intéressant de noter, c'est que on a sorti la quantité de la matière selon la production de déchets. Typiquement, cette masse de pierre correspond à la production de scories de une personne par année à Zurich. Cette masse, vous ne l'avez pas très bien, mais c'est environ 2 mètres par 1,40 m, quelque chose comme ça. C'est la production de scories d'une famille. Donc, c'est ce qui reste vraiment de nos sacs poubelles, ce qui est incinéré, les restes de l'incinération, et ce qui va sous terre. Je te laisse le mot de la fin. Et puis voilà, on vous a dit beaucoup de choses, je pense. Il y a beaucoup d'input, beaucoup d'éléments, mais si vous voulez, pour nous, il est aussi important de tester et d'aller chercher beaucoup de réponses et beaucoup d'informations parce qu'il est évident qu'il y a une question majeure, c'est sortir de cette dépendance des énergies fossiles, c'est qu'il faut effectivement changer de paradigme, mais on est convaincu qu'il n'y a pas une seule réponse à une grande question complexe, il y a beaucoup de réponses et les chemins sont multiples. Et ils devraient tout de même amener vraiment une diminution non seulement de la consommation des énergies fossiles, à une diminution de la production des gaz à effet de serre, mais vraiment encore plus à une diminution de la consommation tout court, donc vraiment de la diminution de la consommation des biens de consommation, justement, comme on parlait. Donc ça, c'était un diagramme qu'on a proposé aussi dans le cadre du Grand Genève, qui montrait avant encore le Covid, les différentes possibilités qui pourraient amener à un Grand Genève avec une moindre consommation de produits fossiles. Et on voit par exemple qu'il y avait aussi une diminution de 50% des passagers de Cointrin. On n'aurait pas pensé en 2019 qu'effectivement cette chose serait arrivée assez rapidement. Alors merci pour votre attention. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation effectivement qui a été dense mais qui aborde un large spectre effectivement de ce qui, je pense, est une préoccupation partagée dans cet amphithéâtre, c'est-à-dire comment aborder ces questions de transition, qu'elles soient aussi bien sociales, économiques, environnementales. Et vous avez eu la générosité de nous montrer aussi bien finalement des mécanismes de projet qui déclenchés par des questions en allant rechercher, on va dire, des lectures historiques, qu'une vraie créativité aussi sur les représentations. Donc, je vous en remercie. Je vais relaisser la main aux étudiants de L3 qui vont animer la série de questions. Donc, encore bravo et merci. Du coup, il y a une question, c'était la matière ultime. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que juste on l'observe, elle est là? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de la réemployer pour en faire autre chose, que ce soit de la construction? Ou est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette matière, outre le fait de le constater qu'elle existe? En fait, donc c'est un peu une fatalité hein, parce qu'on l'a appelée matière ultime parce que justement il y a eu beaucoup de tests de fait. C'est impossible de l'utiliser comme nouvelle matière pour la construction. Par exemple, la seule chose qui est possible dans des usines très très technologiques, c'est d'aller refragmenter les différents éléments pour, par exemple, obtenir des tonnes de fer, d'aluminium et de métaux précieux qui sont après revendus, donc qui sont revalorisés économiquement. Mais par contre, nous, en fait, on s'intéresse à cette matière non pas juste pour l'exposer comme ça, pour dire, bon, bah, c'est une fatalité, c'est la manière dont on consomme aujourd'hui, mais pour parler, et ce sera le cas justement dans la prochaine expo un peu plus en détail, de tous les mécanismes de projet qui sont liés à tout ça et de toutes les questions de conception, de transport, d'enfouissement,
qui sont liées à la question de la gestion de la matière en général. Donc, on s'en sert comme un point d'entrée pour dire que c'est une fatalité qu'elle existe, mais on peut faire autrement en réfléchissant de manière globale et plus en amont et de manière plus systémique. Et si je peux rajouter, juste pour préciser, on l'appelait matière ultime en contraposition à la matière première, puisque c'est une matière qui est tellement corrompue et tellement fragile, où il est effectivement aujourd'hui très compliqué d'en faire quelque chose. Donc il y a eu des essais pour en faire du béton, pour en faire aussi des soubassements de routes, etc. Mais aujourd'hui, cette matière est en fait la preuve tangible que le recyclage parfait n'existe pas et qu'il reste toujours un déchet qui nous reste sous la main. Et puis aujourd'hui, ces déchets sont en Europe et encore ensevelis sous terre, sous des bâches plastiques, puisqu'ils sont quand même chargés de métaux lourds et sont donc polluants et néfastes pour les eaux notamment. Donc, comment dire? Donc effectivement, c'est quand même une matière qui reste là. Et on pense qu'il faut surtout aujourd'hui essayer d'en produire le moins possible et que d'en créer vraiment en soi une ressource infinie. On pense que la question donc, des ressources infinies, ça reporte toujours la problème un tout petit peu plus loin finalement. Du coup, la conclusion, ça serait plutôt de en fait, dire que on réduit nos consommations, enfin, ce qui est aussi en accord avec la manière dont il faudrait on réduise nos émissions de CO2 et tout ça. Ça réduirait aussi fatalement cette matière. Il faudrait aussi réfléchir à un mode de consommation plus sain et moins énergivore dans notre quotidien, quoi. Oui, Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le fil rouge de toutes nos études et de toutes nos recherches, de tous nos projets. On arrive toujours à la même conclusion. Il faut effectivement consommer moins pour produire moins. Trouver mais la source d'énergie infinie, ce sont des éléments qui ont été déjà discutés dans le passé. Une technologie qui s'en rajoute à une autre n'évite pas forcément, on ne réduit pas la précédente, mais s'ajoute toujours. Effectivement, c'est toujours quelque chose à laquelle on croit. Effectivement, il faut diminuer la consommation. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mais Lucie. alors, mais il faudrait rajouter quand même que c'est pas la plupart du temps le problème, c'est pas la consommation des individus individuels le problème, hein. C'est plutôt le mécanisme d'un territoire ou d'un pays ou d'une société qui est trop énergivore et qui consomme trop de matière, puisque en soi, en tant qu'individu, c'est pour ça que notre discours il n'est pas du tout culpabilisateur sur voilà, bah, il faut plus du tout consommer rien du tout et puis avoir un tout petit appartement. Non, c'est tout le fonctionnement d'un territoire très riche comme le Grand Genève ou celui du Luxembourg, avec des activités à très forte valeur ajoutée comme la finance, qui amènent à trop d'excès. Donc c'est pour ça que dans nos différents scénarios et puis après dans nos différents projets, on essaye de revoir toujours, de voir comment on peut proposer des scénarios à la fois urbains, architecturaux, avec le moins d'impact carbone, mais aussi avec la plus haute qualité des espaces de vie, de travail, des espaces extérieurs, tout ça. Ça nous paraît important de dire que le problème n'est pas centré sur l'individu. Mhm. Deuxième question. La question est la suivante. On est bien d'accord, on parle de l'architecture de conscience, une architecture post-pétrolière. En vrai, moi, je fais partie des studios, des étudiants qui ont travaillé sur cette approche de l'architecture de conscience. Et en réalisant le projet, j'ai intégré plutôt la technologie, c'était bien précis. Pour qu'on soit bien précis, j'ai intégré une technologie de façade productive. Et avec mon collègue, on a installé des panneaux photovoltaïques sur la façade.
ma question sur ces technologies, est-ce que vous voyez que dans cette architecture post-pétrolière, on intègre la technologie, comment, ou on s'en débarrasse carrément, sachant que produire cette technologie, on est encore dans le même sens de la consommation et travailler plus et l'industrialisation des choses. Voilà. Intégrer l'architecture ou s'en débarrasser. La question est très complexe, hein, merci. C'est vraiment des questions qu'on se pose. On se pose beaucoup. On a vu avant cette courbe d'énergie, hein, donc il y a quand même une révolution énergétique qui correspond à la révolution industrielle, hein, à l'arrivée des énergies fossiles. C'est ce qui a amené l'essor vraiment des technologies et ce qui a vraiment amené ce qu'on peut appeler maintenant la modernité. Hein. Aujourd'hui, enfin, c'est vraiment aussi un peu un avis personnel, bien sûr, mais aujourd'hui, on ne pourra pas revenir à un degré d'avant la révolution industrielle. On doit prendre en considération ce que la modernité nous a quand même amené comme technologie, mais on pense quand même qu'il ne faut pas se baser que là-dessus. Je pense qu'on doit trouver un dialogue plus fort entre des solutions pas ancestrales, comment dire, plus ancienne, plus traditionnelle et mélangée avec de la technologie. Oui, c'est ça. Et puis alors, je complète en répondant aussi à une question en ligne en même temps. Donc, il y a une question qui nous demande justement, pourriez-vous préciser, nous parler des équipes que vous coordonnez pour ces études et les compétences sur lesquelles vous vous appuyez, sur quels outils pour développer l'intelligence collective? C'est ça, en fait, c'est que un bâtiment, ça va être un mix de solutions technologiques et de solutions passives. Et ce type d'études, comme les consultations internationales auxquelles on a participé et qu'on a pilotées, et puis pareil, dans un bâtiment, en fait, ça fait appel à plusieurs compétences. Donc, en fait, on travaille avec des ingénieurs environnementaux, des thermiciens, des paysagistes, maintenant de plus en plus de compétences très techniques, parfois des pédologues, donc des spécialistes du sol, des sociologues, j'en oublie, des ingénieurs de trafic, enfin... Donc tout ça, c'est en fait, on doit travailler aujourd'hui de manière complètement pluridisciplinaire et transdisciplinaire pour justement la juste proportion entre nouveau, conservation de l'ancien, technologie, structure passive, architecture, paysage, etc., etc. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est, je trouvais ça vachement juste de dire que par exemple, les outils de production devraient être plus proches de l'habitat pour qu'on ait conscience enfin, qu'on revienne à la conscience de comment on produit les choses et d'où elles viennent, parce qu'on a toujours le produit fini, mais il y a tout un processus qui est quand même super important. Et ma question, c'était, nous, on avait travaillé donc dans le studio de Julie Martin sur la biodiversité. Est-ce que vous pensez que c'est un peu la même chose ou, enfin, pour moi, j'ai l'impression que les humains ont besoin aussi d'un retour à être proche de la biodiversité pour comprendre aussi pourquoi elle est importante, pourquoi elle a un impact dans nos vies et pourquoi elle est nécessaire aussi à la vie des humains et qu'on retrouve un peu une sensibilité à ça, à sa destruction, au fait qu'on n'en voit plus du tout dans les villes, par exemple, et que du coup, il y a un besoin de la réintégrer au plus proche de l'habitat, enfin, en tout cas pour nous. Je voulais savoir si vous partagez ça. Et la deuxième question, c'était plutôt sur du coup cette interdisciplinarité où il y a une séparation qui est vraiment nette de tous ces métiers, où on a des agences d'architecture, puis des agences de paysagisme, ou des grandes agences d'architecture où on a juste des paysagistes auxquels on relègue certains petits jardins ou espaces verts. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, selon vous, en tout cas moi je me demande, des agences où en fait on a le même taux
plein de disciplines entre elles qui dialoguent vraiment. Donc des urbanistes, des architectes, des écologues, des paysagistes, tous ensemble, plutôt que vraiment séparer les disciplines comme ça. Voilà. Alors, Oscar, je peux répondre? Oui, volontiers. Je vais répondre à l'envers. Du coup, sur la deuxième question, en fait, il y en a hein, des agences où il y a toutes les compétences dans la même agence, hein, paysagiste, infrastructure, architecte, urbaniste, voire d'autres. Des très grosses agences. Hein, j'ai moi-même travaillé dans ce genre de structure. Mais l'intérêt, en fait, des équipes pluridisciplinaires avec différents bureaux, c'est quand même la liberté de parole. Et puis aussi la justesse de la réponse. Quand on travaille dans des équipes pluridisciplinaires et quand on monte des équipes pluridisciplinaires pour répondre à des projets de ce type, on va chercher la personne qui va connaître très bien le site, comprendre particulièrement un enjeu, et puis d'avoir des collaborateurs qui travaillent dans d'autres bureaux, ça permet une sorte de pied d'égalité qui n'est pas forcément possible quand tout le monde travaille au sein d'un super méga gros bureau et est payé par la même personne. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Et puis pour la biodiversité, bah, bien sûr qu'on partage complètement ce point de vue. C'est justement ce qu'on a essayé de mettre en avant pendant la consultation du Luxembourg avec cette question de la double lunette et du point de vue plutôt mésologique. Donc, on vous invite à lire des ouvrages dans ce sens qui remettent vraiment au centre la question du point de vue du monde par une abeille, une étoile de mer. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important. Et plus concrètement, par exemple, ben, le fait de renaturer les villes, de débétonner en milieu urbain, c'est vraiment un des enjeux majeurs que de plus en plus de villes ont à cœur. Hein. Par exemple, à Genève, il y a des grands plans qui vont dans ce sens. Et à Paris aussi, j'imagine, certainement à Grenoble également. Je vais rajouter un point. Je pense que la question de la biodiversité est en fort lien, je pense, avec un imaginaire qu'on porte tous en nous de la nature et de la culture. On voit toujours la nature comme le lieu de la biodiversité et les milieux humains avec les lieux plus pauvres en biodiversité. En fait, il s'avère que c'est souvent le contraire. Dans les milieux urbanisés aujourd'hui, la biodiversité est plus importante que dans les milieux, en tout cas agricoles. Effectivement, dans des grands champs de patates, ben, il y a très peu de biodiversité. Et finalement, c'est ce qu'essaie aussi de faire l'agence, et je pense un peu toute la responsabilité aussi de l'architecte aujourd'hui, c'est de vraiment réfléchir à des architectures qui peuvent potentialiser cette biodiversité en milieu urbain. Et de penser aussi que l'intervention de l'homme peut favoriser la biodiversité et que même on fait part de ce dialogue et de ce discours de biodiversité, on n'est pas séparé de la nature, on fait un ensemble. Effectivement, cette question d'assembler les forces naturelles, les structures anthropiques, c'est fondamental dans une compréhension, je dirais, unitaire de la transformation du monde dont on fait partie et dont on fait partie de la biodiversité. Merci beaucoup. On avait une autre question. Oui, je parle là. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'étais intéressée par l'utopie que vous avez, dont vous nous avez parlé au début, celle que vous avez fait sur Genève, sur l'aéroport de Genève. Et peut-être que vous avez dit l'information, je suis désolée si je vous fais répéter, mais du coup, je me demandais si vous étiez arrivé à une autonomie ou à une neutralité sur cette utopie-là. Et si oui, est-ce que vous avez des notions de ratio surface de logement, surface totale de projet, nombre d'habitants. Je suis très intéressée à avoir des chiffres en fait de cette utopie. Merci. Je me permets de répondre. Alors, on avait effectivement fait quelques calculs de chiffres. On est arrivé environ à 30 000 habitants sur le secteur. Mais ce qui nous paraissait plus important dans ce projet, c'est de mettre de nouveau en avant en fait, comment les infrastructures énergétiques peuvent participer à un discours urbain et amener de la qualité et de l'identité positive. Typiquement, ce que vous avez vu comme bassin d'eau, ben en fait, ces bassins d'eau sont des réservoirs d'eau chaude qui doivent être décantés avant de retourner dans la nature. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ce dialogue entre éléments naturels et éléments anthropiques.
La question des chiffres était pour nous moins importante. Ce qui était par contre, en tout cas au niveau, je dirais un peu logistique, fondamental d'imaginer vraiment un site qui permettait d'absorber beaucoup d'habitants, aussi pour permettre de transformer les secteurs existants, d'autres quartiers qui sont plus problématiques, en tout cas au niveau de la consommation énergétique, pour entamer effectivement un processus de transformation urbaine à l'intérieur de l'agglomération du Grand Genève. Et puis, bien sûr, c'est aussi une façon de dénoncer clairement que finalement, un territoire aéroportuaire est un territoire qui consomme énormément d'énergie, qui a une très grande amplitude énergétique de chaleur, qui donc une énorme aussi scission au niveau de la biodiversité locale. Effectivement, en amenant cette biodiversité potentialisée, on a amené un grand plus, en tout cas au niveau du secteur du bassin du Grand Genève. Et puis, on n'a pas fait tourner les ingénieurs sur le sujet, mais il est clair que ce genre de projet urbain serait complètement producteur d'énergie plutôt que consommateur. Ça serait plutôt il serait plutôt excédentaire, ça c'est sûr. Mais il faudrait calculer précisément, ça on ne l'a pas fait. Ce qu'on avait calculé précisément, c'était par exemple, on avait planté le besoin on avait planté en pépinière urbaine dans le site le besoin complet en arbres pour la maintenance de toute l'agglomération transfrontalière du Grand Genève, par exemple, ce genre de choses. Mais au niveau de la production électrique, juste avec quelques dispositifs, on serait de toute façon plus haut que simplement l'autosuffisance dans ce type de quartier. Non, Oscar? Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Tu peux venir la poser, sinon on la répète. Ahmed, non. Ici. Ok. C'est bon, vous m'entendez bien? Alors, ma question, c'est, pensez-vous qu'il est important d'intégrer l'architecture comme vecteur de transmission, voire comme manifeste d'un changement de paradigme? Tu veux répondre, Lucille? Oui, c'est sûr, vu que... oui, c'est sûr, c'est ce qu'on fait. C'est une des choses qui est importante. Comme Oscar le disait, la construction, c'est vrai que c'est 30% du problème, au moins du point de vue de la question de la gestion des ressources énergétiques. Après, l'aménagement du territoire, on va dire, c'est 100% du problème, puisque c'est l'aménagement de notre cadre de vie qui affaiblit les milieux, les écosystèmes, tout ça. Aussi bien dans nos villes que dans les territoires non urbains, d'ailleurs. Donc, l'architecture en soi, c'est sûr que c'est à notre avis, le gros levier pour un changement de paradigme, c'est sûr. Mais en tout cas, ce que véhicule l'architecture, qu'on nomme l'architecture de conscience, vous avez vu un tout petit peu dans nos exemples, n'a pas été réfléchi en tant que langage qui exprime en tout cas un changement de paradigme. C'est plutôt une architecture qui puise finalement des stratégies différentes avec son territoire, avec son environnement, et dans le langage se découle, en fait, se manifeste par la suite. Oui, l'architecture, on entend construire quelque chose pour une fonction, quoi. Pas forcément. Ça peut être aussi un aménagement paysager. Oui, il y a une série qui descend. Bonjour, merci beaucoup. Comment est-ce que vous êtes arrivé à une posture aussi radicale qui, des fois, n'est pas du tout suivie des différents bords politiques actuels, et même au niveau national et international, qui sont encore très compliqués à faire comprendre à certains dirigeants et à certains décideurs?
En fait, bon, les consultations du type consultation Grand Genève ou Luxembourg, ça permet d'ouvrir le débat sur certains sujets. Je ne sais pas trop comment me sortir de cette question parce que il est vrai on ne va pas vous cacher, on a été vraiment très déçus par la réaction des autorités qui nous demandaient eux-mêmes de travailler sur des scénarios de décroissance pour arriver à 0 net carbone par habitant, par exemple au Luxembourg, d'ici une trentaine d'années, et qui refusaient en fait d'aborder certaines questions. Donc c'est sûr que je sais pas, Oscar, il faut venir en aide là, mais on travaille à la fois avec nos convictions et aussi avec ce qui est possible. Et donc, chaque fois qu'on a l'occasion de participer à une consultation internationale ou à un projet urbain ou même à un projet d'architecture hyper controversé comme celui du Jardin des Nations que Oscar vous a présenté, on essaye à chaque fois de soulever toutes ces questions pour faire en fait au mieux de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher, c'est extrêmement compliqué de faire passer certains, pas des messages, mais en tout cas certaines architectures, parce qu'il y a beaucoup d'expérimentation là derrière, typiquement avec les terres d'excavation, avec des formes différentes, différents volumes. Donc c'est très, très, très compliqué. Et je pense que, d'une part, et je pense que pour nous, la plus grande réussite, entre guillemets, c'est de pouvoir en parler avec vous, parce qu'on pense que c'était aussi un peu l'idée de ces dessins, de cette façon aussi de communiquer de façon très simple avec ces esquisses, c'est pour le rendre aussi un langage qui puisse continuer finalement. Et donc pour nous, c'était vraiment une énorme joie de savoir que vous avez passé, en tout cas certains d'entre vous, un semestre sur cette recherche. Mais on est quand même convaincu que, comme on l'a vu avec le cénotaphe de Newton de Boulay, qui a peut-être amené par la suite à une certaine modalité, on pense qu'il faut y croire et il faut vraiment continuer. Nous, on y va, on fait de notre maximum, mais on se rend compte aussi que des fois, même la plupart du temps, ça passe pas. C'est aussi un coût financier pour une petite agence comme la nôtre qui est énorme. Donc, enfin, nous, on y croit quand même. Et puis, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est par des lectures qui ne sont pas directement liées aussi au monde de l'architecture, notamment avec Uxküll, avec Berck. Il y a quand même des lectures de la mésologie qui sont plus dans la philosophie, qui nous ont permis de comprendre la modernité de façon un tout petit peu différente. Et on pense vraiment que le futur et dans une cohésion de métiers différents, mais qui ne sont pas purement techniques, mais qui doivent aussi être dans le côté plus philosophique, qui nous permettent aussi de savoir pourquoi on fait les choses. Ce n'est pas seulement la qualité, mais c'est la quantité. On croit vraiment à un partage de connaissances et à un travail collectif. Et puis après, il y a quand même une évolution assez positive, hein. Tout n'est pas... les choses ne sont pas comme elles étaient il y a 10 ans. Il n'y a pas toujours une oreille attentive des pouvoirs publics et puis des différents commanditaires, mais il y a de plus en plus quand même de possibilités de parler de dispositifs un peu alternatifs parce que les contraintes aujourd'hui climatiques, environnementales, elles existent et plus personne ne peut les nier. Et puis que aussi, ça a eu des répercussions énormes sur l'économie du marché de la construction et qu'aujourd'hui, en fait, même des investisseurs privés commencent à être intéressés par des structures comme des planchers mixtes avec béton et puis terre parce que ils savent que le béton coûte beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans. Donc, c'est pas du tout impossible aujourd'hui de travailler dans cette direction. Et moi, j'espère que ce sera de plus en plus contraignant économiquement d'avoir recours à la construction traditionnelle et puis que les collectivités seront de plus en plus attentives. Mais je pense que ça va quand même dans cette direction. On est quand même Il y a en Suisse, maintenant, il y a eu quelques concours lancés où on demandait effectivement de réemployer des éléments de construction, par exemple. Ce sont quand même des choses effectivement qui émergent gentiment, mais ça reste encore, en tout cas au niveau, par exemple, du réemploi, en tout cas en Suisse, encore un peu une niche. Et puis c'est vrai que c'est souvent des maîtres d'ouvrage qui sont, ou des coopératives de logement, en tout cas encore très proches du social et pas effectivement de l'intérêt économique. Effectivement, ça change lentement, mais il y a des changements. On voit des changements, ouais.
Et du coup, comment vous compensez si avec des consultations où vous n'avez pas de, entre guillemets, de reconnaissance ou quoi? Est-ce que vous faites des projets à côté aussi? On est obligé, bien sûr, vous voyez peut-être un projet là, il y a des projets qui sont un peu plus classiques, avec des maîtres d'ouvrage qui sont un peu plus classiques. Alors, je ne vous cacherai pas qu'on insiste avec ces maîtres d'ouvrage classiques pour amener des notions un peu plus nouvelles au niveau des matériaux, au niveau du réemploi, etc. Pour l'instant, en tout cas, avec certains d'entre eux, ça ne marche pas, mais il y a une écoute, il y a une oreille, et puis c'est aussi pour nous important de faire des expositions, de faire en sorte d'assembler des gens pour avoir aussi des conférences. Donc voilà, Mais par contre, ce sur quoi on peut toujours travailler, même avec des techniques de construction traditionnelles et des maîtres d'ouvrage plus révolutionnaires, c'est la question de l'espace. On travaille toujours nos typologies pour qu'elles soient le plus efficientes possible en termes, pour tous ces principes dont on a parlé, la question des membranes, des circulations, de limiter l'espace individuel et d'avoir beaucoup plus d'espace collectif. Ça, on le fait dans tous les cas, dans tous nos projets, même quand les maîtres d'ouvrage sont plus... les maîtres d'ouvrage sont plus traditionnels. On peut toujours travailler sur le bon plan de logement, l'espace juste, ce genre de choses, c'est toujours possible. Elle a déjà été posée. C'est bon, vous avez... Eh ben, un immense merci à tous les deux de vous être prêtés à l'exercice de loin. On aurait aimé vous avoir avec vous pour prolonger la discussion de manière informelle, mais je crois que vous êtes bien occupés aussi. Donc, on essaiera de renouveler l'invitation sous une autre forme pour que vous puissiez participer à des revues de projet. Ce serait vraiment super intéressant. Ce serait une belle suite pour continuer cette conférence. Ça devait être prévu demain. Ça se fera une autre fois parce que c'est ce que vous montrez. On ne se laisse jamais abattre, quoi. Il y a toujours une manière de faire et il y a toujours une manière de trouver des solutions, même s'il y a beaucoup de contraintes. Donc, merci beaucoup à tous les deux et j'espère à bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Un dernier petit applause. Merci à vous. Merci à vous, merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.